1933 à 1999, la construction du nouvel ordre mondial. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment le cartel des banquiers a assis un peu plus son contrôle sur les États-Unis en demandant la création des actes de naissance comme garantie de remboursement des prêts qu'elle effectue au gouvernement américain afin d'accorder un troisième prêt à l'entreprise United States Inc. Dans le plan à long terme des banquiers, ce troisième prêt est le dernier. En effet, si l'entreprise United States Inc. ne parvient pas à rembourser ce prêt, comme ce fut le cas pour les deux précédents, elle devient alors automatiquement la propriété de The Crown. C'est la règle dans les termes du contrat bancaire international. 3 strikes and you're out. Autrement dit, 3 essais et vous êtes dehors. Nous allons voir dans cette vidéo quelques-uns des événements majeurs qui se sont déroulés entre 1933 et 1999, et ensuite les conséquences potentielles de cette troisième et dernière faillite américaine envers le cartel des banquiers. Pour cela, nous allons reprendre l'histoire américaine à peu près là où nous l'avons laissée, à savoir 1933, pour savoir ce qui s'est passé depuis. Après la faillite de 1933, un nouveau prêt est accordé aux États-Unis en échange de la création de l'acte de naissance. 5 ans plus tard, en 1938, les actifs de United States Inc., qui sont l'ensemble des richesses que possèdent les États-Unis, sont placés sous le contrôle du secrétaire du Trésor qui en devient le receveur, d'après le plan de réorganisation de l'US Code Title 26.5. En 1944, les actifs de United States Inc. sont mis sous le contrôle du Fonds monétaire international ou FMI, récemment créé lors des accords de Bretton Woods. L'objectif principal des accords de Bretton Woods est de mettre en place une organisation monétaire mondiale et de favoriser la reconstruction et le développement économique des pays touchés par la guerre. Ces accords sont signés par l'ensemble des 44 nations qui étaient alliées durant la Seconde Guerre mondiale. Deux des principaux protagonistes à cette conférence sont John Maynard Keynes, qui dirige la délégation britannique, et Harry Dexter White, assistant au secrétaire du Trésor des États-Unis. Les deux proposent des plans d'ensemble qui s'affrontent. Keynes propose un système monétaire mondial fondé sur une unité de réserve non nationale, le Bancor, alors que White met en avant le rôle pivot du dollar et propose de créer un fonds de stabilisation construit sur les dépôts des États membres et une banque de reconstruction pour l'après-guerre. Finalement, c'est la proposition de White qui prévaut, organisant le système monétaire mondial autour du dollar américain avec un rattachement nominal à l'or et donnant naissance à la Banque mondiale et au FMI. En réalité, les accords de Bretton Woods ont surtout permis au FMI, donc aux banquiers, de capturer à l'intérieur des États-Unis tout l'or, les parcs nationaux, les entreprises à but non lucratif, toutes les propriétés des citoyens concernés par le 14e amendement, les actes de naissance et les bons porteurs qui y sont rattachés. En permettant au dollar de devenir la monnaie de réserve mondiale, cet accord permet en échange aux banquiers de piller tout ce qui a une valeur réelle à l'intérieur des États-Unis. Aujourd'hui, le FMI possède 51% des parts du gouvernement américain, qui est une entreprise, l'IRS, Internal Revenue Service, qui est articulé sous forme de trust situé à Porto Rico, et l'US Office of Personnel Management, qui est responsable de la gestion des salaires de tous les employés fédéraux. Pire, par la suite, le FMI a réussi à subtiliser une bonne partie de l'or monétaire américain via le secrétaire du Trésor grâce à un système d'inflation institutionnalisé qui a été créé lors des accords de Bretton Woods. Ce système force les États-Unis à utiliser l'argent du contribuable américain pour financer la création d'usines à l'étranger afin de soi-disant dynamiser le marché unique que les banquiers voulaient créer lors de ces accords. Ces emplois viendront entrer directement en compétition avec les emplois américains. Le début de la délocalisation des emplois américains est une manœuvre forcée par les accords de Bretton Woods. Avec cette idée de création d'un marché unique, les accords de Bretton Woods seront également à l'origine du phénomène de délocalisation moderne. Durant les 30 années où les accords de Bretton Woods ont été en vigueur, les réserves d'or américaines vont passer de 80% du total des réserves d'or mondiales en 1946 à 22% du total des réserves d'or mondiales en 1971. Cet or atterrira en bout de chaîne directement dans les coffres personnels des banquiers, principalement en Europe. Maintenant, un peu de droit. La Constitution américaine d'origine autorise 3 types de lois. La Common Law, ou loi des communes, que l'on surnomme également With the People, qui est un type de loi qui est établi en suivant les décisions de justice précédentes, que l'on pourrait aussi appeler les cas de jurisprudence, plutôt qu'un certain nombre de statuts. La Contract Law, ou loi contractuelle, qui gouverne les contrats et les accords. C'est une loi qui va s'intéresser aux droits et aux obligations des divers
parties qui contractent. Et enfin, l'Admiralty Law, ou droit maritime, qui est le type de loi utilisé notamment dans les tribunaux militaires, qui est une loi internationale. Cette loi est celle qui gouverne entre autres les forces navales en haute mer. Important à propos de cette loi de l'amirauté aux États-Unis, le président peut décider de l'appliquer à l'intérieur des terres dans un seul et unique cas, en temps de guerre. Et c'est effectivement ce qui est arrivé le 16 décembre 1950 au début de la guerre de Corée, avec la proclamation 2914 d'urgence nationale, signée par le président Truman, qui est discrètement restée en vigueur jusqu'en 1972. Aujourd'hui, il y a 30 proclamations d'urgence nationale toujours en vigueur qui gardent les États-Unis perpétuellement en période de guerre et donc sous la juridiction du droit maritime. C'est à ce moment-là que les fameux drapeaux avec les liserés ou la frange jaune tout autour ont commencé à fleurir un peu partout, notamment dans les tribunaux, les lieux publics et même les églises. Tous les tribunaux où se trouve un drapeau à frange sont soit des tribunaux militaires, soit des tribunaux qui appliquent la juridiction du droit maritime en temps de guerre. Et vous allez voir qu'ils vont vite mettre à profit cette subtilité pour encore mieux contrôler les Américains. Durant les années 60, les gouverneurs des différents États commencent à sérieusement s'inquiéter de l'ingérence du FMI dans l'économie américaine et de la légalité de la monnaie imprimée par une entité privée, la Fed. Les deux étant considérés comme illégales d'après les constitutions des États et surtout de la Constitution nationale. Ils vont alors se réunir avec des représentants les plus importants du FMI lors de la conférence nationale des gouverneurs en 1962 à Lexington dans le Kentucky pour tenter de remédier à la crise constitutionnelle à laquelle ils font face. Ils vont alors trouver un accord pour le moins incroyable. Sous la guise d'une nécessité publique, ils se mettent d'accord sur le fait que la meilleure approche pour remédier à la situation est de réincorporer tous les États sous la même juridiction, celle du FMI, et de surcroît de se débarrasser du droit constitutionnel pour le remplacer par les regulations, ou règles qui seront celles de l'UCC, Uniform Commercial Code ou Code commercial unifié, ainsi que celles du Code of Federal Regulation, Code des règles fédérales. Ces deux codes ne peuvent être appliqués que par des tribunaux administratifs ou les Admiralty Law Courts, qui sont les tribunaux sous la juridiction du droit maritime et donc des tribunaux militaires ou alors en cas de guerre. Cet accord va leur donner énormément de pouvoir sur les individus. Car au lieu que ce soit un gouvernement du peuple, par le peuple, dans les limites de la loi comme l'indique la Constitution, maintenant ils peuvent gouverner via un ensemble gigantesque de codes et regulations ou règles strictes qui peuvent être facilement et largement corrompues par ceux qui les mettent en place. En 1972, soit 10 ans après ces accords, tous les États ont incorporé et fonctionnent grâce à ces codes et regulations. Et depuis, les Américains ont définitivement perdu toute protection constitutionnelle, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau fédéral. Et très rapidement, avec l'aide de la BIS, qui est la Bank of International Settlement ou la Banque des règlements internationaux, du FMI, donc Fonds monétaire international, et de la Banque mondiale, le cartel des banquiers internationaux va exporter cette supercherie supplémentaire d'esclavage partout dans le monde entier. Aujourd'hui, tout dans le monde est régi par le Code commercial unifié et toutes les interactions avec nos gouvernements, entre autres, sont des contrats commerciaux dans leur substance. En attendant de pouvoir devenir le propriétaire souverain des États-Unis, les banquiers continuent alors à tranquillement tisser leur toile pour capturer le monde entier. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ce qui s'est passé en 1999 et les conséquences que ces actions ont aujourd'hui sur le monde. En attendant, vous pouvez obtenir ces informations et l'épilogue de cette histoire qui se déroule actuellement sous nos yeux en vous procurant le livre 1999, le plus grand secret de l'humanité, disponible sur 1999lelivre.com.